Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau point de gestion trimestriel Varenne. Je suis David Viersbat, directeur du développement de Varenne Capital. Lors de cette conférence, nous reviendrons sur l'actualité du trimestre ainsi que depuis le début de l'année et nous vous détaillerons notre positionnement pour les mois à venir. Je souhaiterais introduire les membres de l'équipe qui sont présents en ligne avec nous. Giuseppe Perron, président de Varenne Capital, David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement, Franck Hervé, directeur du développement, Bertrand Vore et Florent Bersani, membres de l'équipe de gestion. Avant de rentrer dans le concret, voici quelques informations pratiques. La présentation de gestion va durer environ 45 minutes. Elle sera suivie d'une séance de questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions en direct pendant l'intervention dans la section Q&R du module directement sur la plateforme Zoom. Nous répondrons à un maximum de questions, mais il se peut que nous ne puissions pas toutes les retenir. Dans ce cas, l'équipe commerciale veillera à vous apporter toutes les réponses. Je précise enfin qu'en tant qu'auditeur, vos micros sont coupés. Enfin, je profite d'avoir la parole pour vous remercier de la confiance que vous continuez à nous témoigner, puisque depuis le début de l'année, dans une année particulièrement difficile, Varenne connaît une collecte nette d'environ 180 millions d'euros, ce qui nous permet aujourd'hui de dépasser les 1,8 milliard d'euros d'encours sous gestion. Je laisse la parole à David Mellul, qui va vous introduire la gestion. Merci. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Alors, rappelons en préambule l'objectif de la gestion. Délivrer une performance d'excellence dans la durée avec le minimum de prise de risque nécessaire à l'obtenir. Pour cela, nous avons développé au fil du temps plusieurs axes de valeur ajoutée, dont le principal est notre proposition de gestion elle-même. En effet, nous recherchons à saisir les opportunités d'une part et à couvrir les risques d'autre part. Pour cela, nous avons la poche long equity qui constitue le socle de notre gestion, aux côtés de laquelle viennent trois stratégies de décorrélation et de couverture. La première, le short equity, ensuite le merger arbitrage et enfin le tail risk hedging ou couverture macroéconomique. Si la poche long equity est le socle de notre gestion, c'est dans sa composante enterprise picking. Il s'agit là de sélection individuelle de valeurs, entreprises de très bonne qualité, que nous allons acheter avec une décote importante par rapport à notre estimation de fair value. Cette sélection individuelle de valeurs peut être enrichie ou optimisée par la constitution de paniers ou indices propriétaires qui peuvent venir en complément de la sélection individuelle de valeurs. Sur la poche short equity, là encore, nous pouvons retrouver de la sélection individuelle de valeurs dans sa composante absolute short, ou nous pouvons recourir à des indices ou paniers propriétaires. Mais à la différence de la poche longue, où les paniers viennent en complément de la sélection individuelle de valeurs, sur le short, ils peuvent s'y substituer. Sur la stratégie de merger arbitrage, il s'agit là d'arbitrage, de fusion, acquisition, en intervenant exclusivement sur des opérations qui sont annoncées et amicales, excluant ainsi l'univers investissable, les rumeurs et opérations hostiles. Nous avons également la possibilité d'intervenir sur des restructurations du capital sous certaines conditions, dès lors que l'opération n'est pas trop risquée. Vient enfin la stratégie de tail risk hedging ou couverture macroéconomique contre des risques extrêmes. Nous fonctionnons avec un budget de 1,5% par an et par fonds que nous nous donnons pour couvrir nos portefeuilles contre un certain nombre de scénarios qui nous paraissent possibles à 3-4 ans et qui pourraient porter atteinte à nos thèses d'investissement sur la poche longue action. Sous contrainte de ce budget, nous pouvons soit recourir à des instruments asymétriques, par exemple des options, soit utiliser des positions directionnelles. Le deuxième axe de valeur ajoutée que nous pouvons identifier est le fait d'avoir spécialisé une équipe de gestion à chacune des 4 stratégies que je viens de citer. L'organisation est donc la suivante. 3 membres du comité d'investissement dont chacun supervise directement l'une des 4 stratégies. Prenons par exemple la stratégie de couverture macroéconomique. Florent Bersani et Giacomo Nardis travaillent directement avec Giuseppe Perron, président du comité d'investissement. Je laisse la parole à Franck Hervé pour revenir sur les performances. Bien, bonjour à tous. Et je vais débuter par faire un rappel de la gamme. Donc, chez Varenne, nous gérons 4 fonds, 3 fonds de droit français et 1 fonds de droit anglo-saxon, 2 fonds sur la stratégie UCITS, que sont Varenne Valeur et Varenne Global, et 2 fonds sur la stratégie non-UCITS, que sont Varenne Sélection et The Value Active Fund. Ces 4 fonds utilisent nos 4 moteurs de performance concomitants et complémentaires, que sont le long action, le short action, les situations spéciales et les couvertures macroéconomiques.
Pour rappel, nous avons signé cette année la Charte des Nations Unies pour l'investissement responsable et aujourd'hui, l'ensemble de la gamme, dans sa composante longue action, intègre une quarantaine de critères ESG. Sur ce slide, vous retrouvez les performances de l'ensemble de la gamme et nous sommes satisfaits de ces performances dans un contexte compliqué puisque nous sommes positifs sur tous nos fonds year-to-date avec une performance pour Varenne Valeur year-to-date de plus 1,39%, pour Varenne Global de plus 0,83%, pour Varenne Sélection de plus 6,47% et The Value Active Fund de plus 6,35%. Je vais laisser maintenant la parole à David Mellul qui va rentrer plus en détail dans la contribution de chaque stratégie à la performance. Merci Franck. En complément de ce qui vient de vous être présenté, vous voyez ici les performances trimestrielles pour l'ensemble de la gamme. Sans surprise, au cours du premier trimestre, les performances ont été négatives. Toutefois, il est intéressant de souligner l'excellente résistance de la gamme dans cette phase de baisse extrêmement violente que nous avons connue. Puis le rebond franc au deuxième trimestre, et là encore, un troisième trimestre avec une performance positive sur l'ensemble de la gamme. Intéressons-nous maintenant aux contributions par moteur en prenant ici le cas de Varenne Valeur, fonds UCITS. La bonne résistance que nous avons affichée sur la slide précédente au cours du premier trimestre vient des stratégies de tail risk hedging et short equity, puisqu'ils ont apporté une contribution positive au fond de l'ordre de 6%, compensant ainsi plus de 50% de la baisse de la poche longue action. Au deuxième trimestre, les moteurs se relayent pour devenir tour à tour le meilleur contributeur et c'est cette fois la stratégie long equity qui porte la performance globale du fonds. Sur la même période, la stratégie long equity a également vu son niveau d'exposition augmenter puisque nous avions abordé l'année 2020 avec un niveau d'exposition sur la poche longue de l'ordre de 58%. Et fort des opportunités que nous avons été capables de détecter tout au long du trimestre, nous avons terminé le deuxième trimestre avec un niveau d'exposition sur la poche longue de l'ordre de 65%. La stratégie de merger arbitrage, elle aussi, apporte une contribution positive sur le deuxième trimestre. Ça s'inscrit après un premier trimestre très intéressant pour cette stratégie, puisque dans un environnement de dislocation des marchés, le niveau d'exposition a pu être augmenté en profitant ainsi des opportunités offertes sur cette stratégie au cours du mois de mars. C'est donc avec un niveau d'exposition augmenté dans un environnement de normalisation que la stratégie de merger arbitrage a pu générer une performance positive. Troisième trimestre, là encore, la poche long equity porte la performance globale du fonds. Toutefois, il est important de souligner que l'environnement a changé, notamment au cours du mois de septembre, durant lesquels les stratégies de short equity et de tail risk hedging se sont encore activées en générant une contribution positive. Sur cette slide, nous vous présentons les mêmes informations pour Varenne Sélection, fonds non UCITS. Alors, nous pouvons y dresser le même constat que celui que nous venons de faire sur Varenne Valeur. Notre gestion a donc démontré son potentiel à amortir les baisses au cours du premier trimestre, à confirmer son potentiel à rebondir dans les phases de hausse. Et c'est avec une gestion qui nous paraît particulièrement bien positionnée que nous abordons les mois à venir. Mais sans en dire davantage, je laisse à présent la parole à Giuseppe. Merci. Merci David. Encore bienvenue à tous à notre point de gestion trimestriel. Comme d'habitude, nous allons parcourir chacune des stratégies et nous allons essayer de vous fournir des clés de lecture de la performance avec les principaux contributeurs, les mouvements intervenus dans la période, ainsi que notre position pour la suite. Je vais commenter le long equity et les short equity et puis je vais passer la parole respectivement à Bertrand Gore et à Florent Bersani pour les mergers arbitrage et les tail risk hedging. On va commencer par la poche longue action et au sein de la poche longue action, les portefeuilles concentrés. Les portefeuilles concentrés, vous voyez sur cette slide les principaux contributeurs et pendant les trimestres, nous n'avons pas eu grand-chose à signaler côté contribution négative, à l'exception des Greggs. Greggs est une entreprise anglaise dont le cours de bourse a été impacté par l'évolution défavorable du Covid au Royaume-Uni. Ceci étant dit, nous avons choisi de garder la position en raison du potentiel d'upside très important que nous attachons à cette entreprise. Si on regarde maintenant du côté des principaux contributeurs positifs, nous sommes évidemment très satisfaits par les contributions du trimestre avec des entreprises comme Nike, Givaudan, Cesa, Pandora et Novo Nordisk.
qui ont tout affiché d'excellents résultats au courant des derniers 3 mois. Ceci est d'autant plus satisfaisant car un certain nombre de ces contributeurs positifs sont issus des mouvements intervenus dans les premiers semestres, notamment Nike ou Pandora. Si on regarde maintenant avec un peu de recul l'action de l'équipe de gestion pendant ces premiers 9 mois, on peut voir comme depuis les premiers mois de l'année, nous avons vite agi afin d'adapter les portefeuilles à la réalité, à la nouvelle réalité économique qui nous a été imposée par l'épidémie du Covid. Nous avons démarré par établir un scénario de distanciation sociale prolongée assez tôt, de mémoire en avril 2020, donc on était parmi les premiers à travailler dans ce sens. Et puis nous avons commencé à tester la résilience de nos entreprises face à cette nouvelle donne. Nous avons choisi, en raison des dispositions au tourisme, d'alléger LVMH très très vite. Et tout ça au mois d'avril, lorsque les cours avaient déjà remonté pas mal. Nous avons profité de ceci pour nous positionner sur d'autres entreprises comme Nike ou Alphabet afin de profiter des points d'entrée beaucoup plus attractifs. De la même façon, nous avons réduit Ulta, qui est un peu l'équivalent des Sephora aux États-Unis. Et c'est une entreprise qui, même si extrêmement bien gérée, elle a évidemment un impact très important quant à ces salons de beauté, salons de coiffure, qui sont évidemment très impactés par la difficulté à avoir des clients ou des clientes sur place. Nous avons ensuite continué au deuxième trimestre par la constitution de nouvelles positions sur Pandora. Et puis, au dernier trimestre, nous avons choisi de sortir définitivement de la position sur Ulta et créer des nouvelles lignes sur SalMar, leader norvégien dans les saumons frais. L'élevage des saumons frais, c'est une entreprise qui est un numéro 1 mondial, par exemple, dans les bio. Et puis, nous avons constitué de nouvelles positions sur Lam Research, dont je vous parlerai dans quelques instants. Si on reste un moment sur Pandora, ce sera intéressant peut-être d'évoquer les événements qui ont suivi ceux du deuxième trimestre. Pour rappel, c'est une entreprise qui est rentrée dans notre origination, c'est-à-dire un processus de génération d'idées originales, par les biais du DOI, donc les bases de données que nous avons créées sur l'analyse des achats et des ventes des dirigeants sur leurs propres titres. Alors, ceci fait partie de notre processus dit d'origination, donc de génération d'idées originales, propriétaires, et qui se fonde sur une analyse fine d'environ 60 000 entreprises afin de générer un univers investissable d'environ 10 000. Et puis, au sein de cet univers, nous définissons des sous-univers en appliquant des facteurs fondamentaux et comportementaux propriétaires. Typiquement, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir un univers d'entreprises, un sous-univers, d'entreprises qui présentent un niveau de qualité économique exceptionnel. Et c'est typiquement, cet univers est composé de quelques centaines de noms, typiquement entre 300 et 500. Et puis, à droite de l'écran, vous pouvez voir, il y a d'autres sous-univers d'entreprises qui ne sont pas forcément encore dans l'univers des qualités économiques élevées, mais qui pourraient rentrer à un horizon temporel relativement réduit. Donc, typiquement, nous utilisons des facteurs comportementaux que nous avons créés à l'interne. Et à la droite, par exemple, vous voyez les momentum qui peut être analysé, par exemple, pour certaines entreprises en phase de retournement, sur la base d'une accélération rapide et à court terme du cours de bourse, ce qui peut cacher un point d'inflexion pour l'entreprise. Dans ce slide, vous voyez un rapport issu de notre base de données avec au centre les entreprises classées par pourcentage de la capitalisation boursière qui a été rachetée pendant 90 jours glissants, et à droite
une quinzaine de critères d'interprétation auxquels nous attribuons un score qui nous permet, tout à droite, de créer un score total et de signaler des mouvements à l'achat ou à la vente potentiellement intéressants. Sur ces bases, notre équipe dédiée va analyser ces signaux et les valider pour éventuellement les transférer à l'équipe long ou short. Si on regarde maintenant les cas de Pandora, on voit comme au plus haut de la crise, fin mars 2020, les directeurs généraux, M. Lassique, et les directeurs financiers, M. Boyer, ont acheté pour environ 2,5 millions d'euros pour une première fois. Ceci a activé un certain nombre de critères d'interprétation, a été validé par notre équipe des générations d'idées et puis transféré, comme je le disais, à l'équipe longue action. L'équipe d'Enterprise Speaking démarre une analyse. Alors, vous voyez sur la slide, cela a été relativement rapide parce que ça a pris environ un mois. Un mois dans lequel nous avons travaillé également avec des experts pour comprendre pourquoi cet achat de la part des dirigeants de Pandora. Alors, qu'est-ce que c'est Pandora? Pandora, c'est un bijoutier, en fait, je dirais les premiers bijoutiers au niveau mondial, en volume, avec des capacités de production centralisées en Thaïlande et un réseau de distribution et commercialisation mondiale. C'est une entreprise qui historiquement était positionnée sur une niche, le marché des charms, et puis dans le temps, elle s'est diversifiée. Suite à quelques déboires, un nouveau management a été nommé il y a environ 2 ans, et ce management a mis en œuvre un plan de repositionnement de l'entreprise fondé entre autres sur les commerces électroniques. Alors pourquoi les commerces électroniques? Parce que Pandora, c'est une entreprise et je dirais elle a un modèle économique qui se prête particulièrement bien à ce type d'activité. Si on y réfléchit, les produits de Pandora sont petits, ils ont une valeur marchande suffisamment élevée pour justifier la livraison, et généralement, lorsque on achète un bijou de ce type, on n'a pas vraiment besoin de l'essayer et il n'y a pas de problématiques de taille. Donc du coup, les retours sont très limités. L'entreprise avait investi de façon importante dans cette direction et les dirigeants étaient confiants quant à la capacité de Pandora d'opérer même dans une situation comme celle que nous connaissons. Nous avons, comme vous le voyez, pris une position au cours des mois d'avril et mai 2020, en suivant évidemment l'achat des dirigeants de fin mars. Et puis, les titres ont subi une évolution très favorable. Évidemment, nous n'avons pas pu suivre l'achat à ce niveau-là. Et puis, très intéressante, vous voyez, pendant les mois d'août, nous avons à nouveau un achat des dirigeants, et en particulier de M. Lassique, qui achètent des actions en profitant d'un petit creux pendant les mois d'août pour environ 3 millions d'euros. Donc, je dirais, tout ceci, d'ailleurs, confirme la confiance de l'équipe de direction quant aux perspectives de l'entreprise, et les résultats qui ont été publiés pendant les trimestres vont dans ce sens. Venons maintenant au panier indice, avec tout d'abord la session du panier GRTR, un panier que nous avions créé déjà en 2018 sur les entreprises en forte croissance ou en retournement. Nous l'avons cédé puisque ces entreprises étaient susceptibles d'être impactées par les conséquences de l'épidémie de Covid. Et puis, pratiquement, profitant de points d'entrée très intéressants du deuxième trimestre, nous avions créé des positions, une sur l'aéronautique, notamment avec des entreprises comme Airbus, Safran ou MTU, et une autre sur les semi-conducteurs. Pourquoi? Parce que les semi-conducteurs et en général les secteurs les équipementiers ainsi que les constructeurs des semi-conducteurs bénéficient en ce moment
des vents très favorables dû à l'émergence de la 5e génération des télécommunications, ainsi que les objets connectés, l'évolution de plus en plus forte des nécessités des stockages dans les data centers et, in fine, l'intelligence artificielle. Donc, tout ceci constitue des vents très favorables pour l'industrie. Et c'est une industrie que nous connaissons bien puisque nous avons investi depuis déjà plusieurs années sur ASML. Et ce que nous avons choisi de faire au cours du 2e et 3e trimestre, c'est d'abord d'étudier plus en détail les équipementiers pour l'industrie des semi-conducteurs, et puis au cours du 3e trimestre, de nous concentrer sur une entreprise qui nous paraît véritablement sortir du lot, qui s'appelle Lam Research. Donc nous avons cédé totalement les paniers qu'on avait constitués quelques mois auparavant avec une cristallisation des gains assez importante, et puis focaliser, concentrer notre investissement sur Lam Research. Alors qu'est-ce que c'est Lam Research? Lam Research, c'est une entreprise américaine qui intervient en amont et en aval des activités d'ASML. Alors, peut-être pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils se souviendront du KSML. Donc, ASML, c'est une entreprise qui grave la structure du semi-conducteur sur les galettes de silicium. Lorsque, par contre, Lam intervient en amont et en aval, en amont, tout simplement en posant les couches des matériels qui va finalement constituer la structure des semi-conducteurs, et en aval, une fois la structure gravée sur ces matériels, dépose l'excès des matériels en faisant venir à la lumière la forme, la structure gravée. Donc, ce sont des processus très compliqués parce qu'on parle parfois des couches qui ont une épaisseur d'un millième des cheveux humains. Donc, c'est vraiment, on est dans des niveaux de complexité extrêmes. Et ces entreprises, que ce soit SML comme Lam Research, jouissent d'une part de marché très importante. Donc, nous avons choisi de nous positionner sur cette entreprise et nous détenons toujours notre option call sur l'indice Eurostoxx 70, qui n'est rien d'autre que l'indice des banques européennes. Ceci, comme vous le savez, fait pendant à notre couverture sur les CDS, sur la dette financière subordonnée issue par les banques européennes. Et donc, il s'agit là d'une position parfaitement symétrique puisque nous avons les mêmes notionnels sur, je dirais, sur les deux. Quelle est la logique? La logique est d'un côté de pouvoir profiter, côté couverture, d'une éventuelle évidemment dégradation de la situation, et par contre, si on devait avoir une sortie de crise beaucoup plus rapide que prévu, à ce moment-là, évidemment, bénéficier de ces calls sur les banques européennes. Venons maintenant aux expositions et nous commençons par avoir une valeur. Donc, l'exposition reste autour des 60%. Évidemment, nous sommes très prudents dans cet environnement incertain. Vous voyez à la fin du premier trimestre une baisse qui semble relativement importante. Elle est la conséquence évidemment de la baisse des cours pendant à la fin plutôt du premier trimestre, mais c'est aussi dû à essentiellement la photo qui était prise juste à ce moment-là, c'est-à-dire dernier jour du premier trimestre 2020. Mais déjà 2 ou 3 jours plus tard, les achats dont nous avons parlé et les repositionnements du portefeuille nous ont amené à environ 55% et puis 60% très rapidement. Si on vient maintenant avoir une sélection, on voit l'effet est moindre à l'échelle d'un fonds qui a été investi à plus de 100%, et puis là très vite nous sommes revenus sur ce niveau-là. Parlons au moment de la suite et ce que nous voyons en ce moment. Évidemment, nous sommes à l'affût d'opportunités. Nous sommes à l'affût d'opportunités dans un marché qui reste complexe.
avec une réalité économique qui se dégrade. Donc, il faut être extrêmement sélectif pour sélectionner les quelques gagnants que nous allons pouvoir identifier grâce à notre mécanique d'origination propriétaire, et puis éviter surtout de nous positionner sur des entreprises qui pourraient être en difficulté pour la suite. En termes d'exposition, pour le moment, nous n'envisageons pas une augmentation significative sur Varenne Valeur. Et pour ce qui est de Varenne Sélection, nous continuons évidemment, selon les modèles, à être investis à autour de 100%. Passons maintenant au short equity. Intéressant, je pense remarquer que la période a été très très compliquée à négocier pour les short sellers et on voit très bien à l'écran comme après évidemment un premier trimestre plutôt favorable, les stratégies short ont subi des revers très très importants, je dirais majeurs, pendant les deuxième et troisième trimestres. Alors peut-être un petit rappel de ce que nous cherchons ces stratégies. Alors tout d'abord, nous ne sommes pas en fonds long short, nous n'essayons pas de couvrir les risques des marchés du long avec les shorts, mais d'être capable de générer de la performance dans des moments plus difficiles comme notamment ce fut les premiers trimestres 2020. Si on regarde maintenant certains de nos indicateurs avancés d'opportunités short, on vous en avait parlé il y a 3 mois, on peut regarder par exemple l'évolution de la yield américain. On a vu très rapidement une inversion des tendances puisque après janvier 2020, nous avons très vite assisté à une détérioration du marché du crédit et qui matérialise bien dans cette slide avec des rendements qui ont frôlé les 11% sur la yield américain, et puis une baisse très très rapide induite par l'action des banques centrales qui ont en quelque sorte changé radicalement la donne. On voit à la fin du troisième trimestre un début de normalisation, je dirais, qui est un élément très intéressant pour nous, puisque peut être un signe avant-coureur d'une amélioration notable de l'opportunité des shorts, compte tenu évidemment de la dégradation économique qui continue. Si on passe maintenant à la slide 29 sur ce que nous avons fait pendant les trimestres, nous avons continué de la lancer de ce qu'on vous avait dit après les 6 mois. Donc, vous vous souvenez peut-être, nous avons choisi de réduire de façon assez importante l'exposition short dès les premières semaines du deuxième trimestre, suite à la prise de conscience que les actions des banques centrales auraient bénéficié énormément, notamment aux entreprises en difficulté ou de plus mauvaise qualité économique. Je rappelle que nous recherchons uniquement sur cette stratégie des entreprises, des sociétés qui vont faire face à ce que nous appelons un événement sur capital, c'est-à-dire un minima, je dirais une récapitalisation importante, voire une restructuration sur leur bilan et de leur dette, ou encore une éventuelle banqueroute. Donc, ce sont des entreprises évidemment qui vivent une histoire qui leur est très spécifique. Vous vous souvenez peut-être d'NMC au premier et deuxième trimestre. Et là, les choix que nous avons faits a été de nous recentrer encore davantage sur quelques situations qui nous paraît plus intéressant par rapport à détenir un panier, comme on l'avait fait par exemple en 2000 jusqu'à début 2020 d'ailleurs. Donc, nous avons décidé de couvrir notre panier short et puis d'identifier quelques entreprises comme NMC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi plus récemment, et c'est, je pense, l'actualité du trimestre, Rolls-Royce, SNC Lavalin, Real et 8x8. Donc, si on regarde la performance de ces positions short pendant les derniers trimestres,
Elle est très intéressante puisque notamment pendant le mois de septembre, la contribution des positions short a été positive, en particulier menée par Rolls-Royce. Donc, je vais revenir dans un instant. Avant de le faire, peut-être juste un mot sur l'exposition cible. Donc, nous avons en ce moment une exposition toujours très limitée avec 1,5% sur les fonds UCITS et 2,25% sur les FIA. Passons maintenant donc au cas Rolls-Royce. Donc, c'est un cas assez intéressant parce qu'il s'agit là d'une entreprise qui, comme peut-être vous le savez, au-delà des voitures, est un des principaux producteurs, constructeurs des moteurs pour des avions, notamment des avions de long courrier. Donc, c'est une entreprise qui est touchée de plein fouet par l'impact économique du Covid. Et c'est une entreprise qui a annoncé juste à fin septembre une augmentation des capital avec une injection de fonds massifs. Donc, c'est une position short que nous avions prise il y a environ un mois et demi et nous avons vendu les actions Rolls-Royce à environ 219 livres par action et puis nous les avons rachetées à environ 116 au 1er octobre. Alors, pourquoi le 1er octobre? Parce que ce jour-là, l'entreprise a annoncé une récapitalisation très importante d'environ 7 milliards de livres qui comporte une augmentation des capital très fortement dilutive. Pour vous donner une idée, il s'agit d'émettre 10 nouvelles actions pour chaque 3 existantes et ceci a une décote d'environ 75% par rapport au prix d'annonce. Ces plans est assorti d'une émission obligataire de l'ordre d'1 milliard, d'une émission d'un prêt, là encore de l'ordre d'1 milliard, et puis d'une extension des prêts garantis par le gouvernement britannique pour à peu près le même montant, et enfin une annonce des cessions pour environ 2 milliards d'actifs. Donc un plan très très important et qui a évidemment réduit de façon massive et majeure la valeur des actions préexistantes, qui sont celles justement que nous avions vendues. Donc les mécanismes sont toujours les mêmes. Vous pouvez les voir dans un autre sens. Nous avons acheté en quelque sorte les actions Rolls-Royce à 116, nous les avons vendues à 219, et donc les gains évidemment est lié à cette différence. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Bertrand pour commenter la stratégie de merger arbitrage. Merci Giuseppe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par faire un bref rappel de la stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition et son apport au sein de nos fonds. Alors, ce que nous faisons, c'est principalement l'arbitrage d'opérations de fusion-acquisition annoncées et amicales. Nous pouvons aussi arbitrer d'autres types d'opérations, comme les augmentations de capital. Nous avons une approche propriétaire et différenciante de la stratégie par rapport au fonds classique d'arbitrage, puisque d'une part, nous ne sommes pas obligés d'être investis en permanence, c'est-à-dire que nous ne déployons du capital uniquement lorsque nos exigences de rentabilité sont atteintes. Sinon, nous sommes très à l'aise à ne pas être investis sur la stratégie. D'autre part, nous n'avons pas une approche statistique de la stratégie, c'est-à-dire que nous ne diversifions pas le risque en investissant sur un grand nombre d'opérations, mais plutôt nous, à l'instar de ce que vous faites dans l'enterprise speaking, nous appliquons notre méthodologie d'analyse à forte valeur ajoutée sur chaque opportunité. Il en résulte donc un portefeuille plus concentré et de meilleure qualité. Alors, un dernier rappel sur la stratégie, son rôle dans nos fonds. Les objectifs principaux que nous avons sont de décorréler les fonds d'une part et d'autre part, ajouter un extra rendement afin de financer une partie des couvertures macroéconomiques. Plusieurs facteurs influencent le profil de rentabilité de la stratégie. Ils sont au nombre de 4. Tout d'abord, les taux d'intérêt. Alors, évidemment, plus ils sont bas, plus l'espérance de gain de rentabilité sur la stratégie est faible. Deuxième facteur, la capacité. Plus nous sommes arbitragistes, moins il y a de rentabilité à capter. Le troisième facteur qui a été assez déterminant cette année, c'est le cycle M&A, l'activité M&A. Évidemment, pour arbitrer des fusions-acquisitions, il faut de la matière. Et comme on pouvait s'y attendre, avec la crise du Covid, l'activité M&A a été fortement ralentie en 2020, comme vous le voyez sur le slide, avec une activité year-to-date 2020 en forte baisse, que ce soit en valeur ou en volume.
C'est un facteur négatif pour nous, puisque moins d'opportunités du coup se présentent à nous. À l'inverse, le quatrième facteur a joué positivement en notre faveur. Il s'agit de la volatilité. C'est une année très volatile. Et lorsqu'il y a de la volatilité de cette stratégie, nous assistons à ce qu'on appelle des écartements de spread, c'est-à-dire une possibilité, une fenêtre de tir pour capter une meilleure rentabilité sur nos opérations. Et c'est lors de ces phases d'écartement que nous utilisons notre poudre sèche, que nous déployons du capital, puisque à ce moment-là, les opportunités satisfont nos critères de rentabilité. Par exemple, vous pouvez voir sur le slide l'opération Ingenico Worldline, dans laquelle on a eu un écartement de spread significatif courant mars, et Altagas Canada aussi à la même période. Alors, comment cela se traduit dans notre exposition à la stratégie? Nous avions débuté 2020 avec une exposition très faible, de l'ordre de 8%, par exemple ici sur le fonds Varenne Global. Lorsque la volatilité a augmenté au cours du premier semestre, nous avons utilisé notre poudre sèche, nous avons déployé du capital pour atteindre à fin mai près de 30% d'exposition à la stratégie. À la fin du troisième trimestre, nous nous situons autour de 21% sur les fonds UCITS et autour de 25% sur les FIA d'exposition à la stratégie. Alors, nous avons déployé ce capital sur près d'une trentaine d'opérations, dont une dizaine sont toujours en portefeuille aujourd'hui. Les opérations terminées affichent une rentabilité nette annualisée moyenne de l'ordre de 5,35% pour une durée moyenne de détention inférieure à 2 mois. Les opérations toujours en portefeuille constituent une réserve de performance qui devrait en partie se diffuser au cours du quatrième trimestre 2020. Les perspectives pour la stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition pour la fin d'année dépendent principalement des 2 derniers facteurs que j'avais cités, à savoir la volatilité et l'activité M&A. Nous nous attendons à revoir de la volatilité du fait du Covid, mais aussi à l'approche des élections américaines. Donc, ça devrait nous aider à trouver de la rentabilité sur la stratégie. Cependant, pour le volet activité M&A, celle-ci a fortement rebondi au troisième trimestre. C'est un rebond assez technique du fait notamment d'opérations qui avaient été mises en suspens lors du premier semestre, lorsqu'on manquait énormément de visibilité. Et aussi, on a vu un certain nombre de mouvements opportunistes pour profiter de valorisations plus faibles, des retraits de cotes ou tout simplement l'activité du private equity, puisqu'ils ont représenté près de 15% des transactions au cours du troisième trimestre. Cependant, tous ces éléments ne préjugent pas de l'activité que nous aurons pour la fin d'année, compte tenu toujours d'un manque de visibilité fort avec notamment la résurgence du virus. Je vais laisser la parole à Florent pour les couvertures macroéconomiques. Merci beaucoup Bertrand. Donc pour ce qui est des couvertures macro du tail risk hedging, comme vous pouvez le voir, le troisième trimestre, même s'il a été d'une certaine manière un peu moins agité que le premier semestre 2020, a quand même vu une activité importante de l'équipe qui reste mobilisée pour assurer la protection du capital de nos investisseurs et trouver en permanence les couvertures les plus adaptées à la situation. Donc ce troisième trimestre, pour rappeler rapidement son déroulé, il a vu un mois de juillet-août plutôt calme avec une poursuite du marché haussier action et en septembre, un retracement d'une dizaine de pourcents avec la fin de l'exubérance temporaire qui avait saisi les valeurs technologiques. Il a vu également une compression importante de certains paramètres de marché, puisque la volatilité réalisée est par exemple passée de plus de 100 en mars au pic du début de la crise à presque 10 fois moins fin août. Et enfin, il a vu la résurgence d'une dégradation de la situation sanitaire. C'est pour cela qu'à Varenne, nous cherchons en permanence à assurer la couverture de ces risques. Juste pour vous rappeler, chez Varenne, nos couvertures sont de 2 types. D'une part, les racines des risques économiques et d'autre part, les risques marchés. Dans la catégorie des couvertures à la racine des risques, nous avons toujours en portefeuille
la protection sur la dette investment grade américaine, plus exactement sur une partie de la tranche de la qualité la plus faible de la dette américaine, ainsi que sur la dette subordonnée des financières européennes. Comme vous l'a dit Giuseppe au précédent point de gestion, face aux conditions économiques et surtout aux activités des banques centrales, nous avions décidé d'alléger une partie de cette couverture sur la dette corporate américaine, tout en conservant la tranche 29 que nous avons toujours en portefeuille jusqu'en décembre 2022. Au niveau des couvertures de risque marché, nous avons toujours nos options Eurostoxx contingents à l'euro-dollar. Comme vous pouvez le voir sur les strikes, ceux-ci sont très proches de la monnaie pour certains, un peu plus en dehors, puisque nous avons les strikes 3200, 3000 et 2800 contingents au niveau de l'euro-dollar. Ces couvertures marché nous assurent une protection illimitée à la baisse, sous condition de l'euro-dollar. Et nous avons choisi de continuer à compléter ces couvertures marché avec des couvertures spécifiques Covid-19, plutôt donc à court terme, puisque nous avions des put down and out maturité septembre 2020, et nous avons désormais des put down and out maturité décembre 2020 en portefeuille, avec le même principe qui vous avait été expliqué, c'est-à-dire une couverture à partir de moins 20% par rapport au précédent pic de l'indice et qui vient compléter le portefeuille existant constitué du dispositif à la fois des risques liés au crédit couverts par les crédits default swap sur la dette financière européenne et sur la dette investment grade américaine, et le risque marché baissier illimité couvert par les puts Eurostoxx 3200, 3000 et 2800. En septembre, nous avions des couvertures sur l'Eurostoxx et le S&P. En décembre, nous avons conservé des couvertures sur l'Eurostoxx et nous avons choisi de cibler plus spécifiquement les mid-cap américaines avec l'indice Russell 2000. Comme précédemment, le choix de ces couvertures à la fois adaptées à la situation des primes d'assurance sur le marché des couvertures et au portefeuille de couverture macroéconomique Varenne nous a permis d'acheter ces protections avec un discount de plus de 80%. C'est ce qui explique d'une certaine manière que malgré un trimestre favorable aux actions, notamment sur les marchés américains, le coût global de la couverture, des couvertures Varenne, n'aura été que d'environ 45 points de base, à mettre en rapport donc avec le prix d'une couverture trimestrielle de 3,5% en option vanille. Pour récapituler, notre portefeuille de couverture actuelle est donc toujours avec de multiples étages dans la fusée, des ceintures et des bretelles, tant sur les couvertures qui ciblent les maillons les plus faibles de l'économie via le crédit. Ce sont des couvertures d'ailleurs un peu plus long terme, puisque nous parlons de décembre 2022 jusqu'à décembre 2023, et des couvertures plus ciblées sur le risque marché, certaines mises en place avant le début de la crise Covid, comme le put Eurostoxx euro-dollar, et d'autres plus spécifiques aux risques et aux incertitudes que nous vivons, tant sur les plans sanitaires qu'économiques actuellement. Et l'équipe reste bien évidemment toujours mobilisée pour chercher les couvertures les plus appropriées au fur et à mesure de l'évolution sanitaire et économique. Sur ce, je passe la parole à David Wiersba pour vos questions et vos réponses. Merci Florent. Alors nous avons reçu pendant la présentation un certain nombre de questions que je vais poser à Giuseppe. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à nous en poser. Si on n'a pas le temps de répondre à certaines d'entre elles, évidemment l'équipe commerciale vous reviendra ultérieurement. Alors Giuseppe, première question concernant Salmar. Pourquoi est-ce que vous avez sélectionné cette entreprise et comment est-ce que vous couvrez la devise? Merci David. Écoutez, on n'a pas le temps de faire un cas complet sur Salmar, mais ce qu'on peut dire, c'est une entreprise d'excellente qualité qui, comme on le disait à la présentation,
produit et élève du saumon frais et essentiellement en Europe. Donc, côté change, en fait, on n'a pas de problème puisque la quasi-totalité du marché des salmars est en Europe et donc lié à l'euro. Du coup, on n'a pas besoin des couvertures. Tandis que sur l'entreprise en tant que telle, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la consommation des saumons, en fait, s'est déplacée du hors domicile au domicile, ce qui en réalité n'a pas vraiment impacté l'activité des salmars et donc la résilience de cette entreprise est excellente et les cours évidemment avaient baissé, donc nous a fourni un excellent point d'entrée. Merci. Plusieurs questions concernant les couvertures macroéconomiques. La première, que je lis, vous avez généré une performance positive depuis le début de l'année sur les couvertures. Est-ce que cela vous autorise à augmenter votre budget? Giuseppe. Merci David. Très intéressant. Non, en fait, le budget restera linéairement de 1,5% par an. Donc, nous n'allons pas modifier le budget ni pour cette année ni pour les années à venir. Ce que nous avons déjà fait d'ailleurs, c'est d'utiliser ces gains comme de la poudre sèche pour ajouter à nos investissements sur les autres stratégies. Et c'est prévu dans notre méthodologie et dans notre construction de portefeuille. Alors, autre question d'actualité concernant les élections américaines. Est-ce que vous avez pris une couverture spécifique liée aux élections américaines? Merci. Non, nous n'avons pas une couverture spécifique sur les élections américaines. Nous ne pensons pas que les élections américaines puissent avoir un impact durable sur l'économie ou les marchés financiers, et quoi qu'il soit l'issue d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas une couverture autre, évidemment, que celles qui sont déjà en portefeuille, c'est-à-dire des grandes familles qui rappellent les fleurons, donc les couvertures sur les risques des marchés et sur les racines du risque des marchés. Autre question concernant les couvertures et l'or spécifiquement. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'or comme couverture? Merci. Écoutez, l'or, c'est évidemment, si on considère l'or comme une couverture vis-à-vis de l'inflation, la réalité, c'est qu'il y a déjà des écoles de pensée très différentes par rapport à cette qualité, à cette supposée couverture de l'or quant à l'inflation. Mais même si on fait abstraction de tout ça et si on se dit que ça pourrait être une excellente couverture en cas d'inflation, est-ce que nous avons vraiment ces risques dans notre construction des portefeuilles? Nous ne le pensons pas. Pourquoi? Parce que nous avons un portefeuille d'entreprises qui possède, pour la grande majorité d'entre elles, un niveau de pricing power très élevé, ce qui veut dire qu'en cas d'inflation, ils pourront ajuster leur prix et préserver leur marge. Donc, c'est pour cela que n'ayant pas ces risques dans les portefeuilles, nous n'avons pas besoin de les couvrir. Merci. Dernière question pour qu'on puisse respecter le timing prévu. Cette dernière concerne le short. Jusqu'à quel niveau pouvez-vous monter le niveau d'exposition sur la poche short de vos portefeuilles? Merci, question intéressante. Je dirais, si on parle des fonds UCITS, donc ce sont des niveaux, alors, comme vous le savez, nous ne sommes pas un fonds long short, donc nous n'avons pas vocation à couvrir les risques des marchés ou les risques du long avec du short, puisque comme on l'a déjà illustré dans la présentation, cela se fait en grande partie dans la poche des couvertures macro. Donc, ce que nous faisons, c'est de générer de la performance avec des shorts dans des moments spécifiques. Dans le cadre d'un fonds UCITS, clairement, nous ne voyons pas ces poches short monter au-delà des 15 à 20%. Merci Giuseppe. Donc, nous arrivons à la fin de cette conférence. Merci d'avoir été si nombreux à nous écouter. Merci pour votre temps et merci pour votre intérêt. L'ensemble de l'équipe, évidemment, se tient à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger dans le prolongement de cette conférence. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.